Et bonjour à tous. Top, vous êtes nombreux. C'est génial. Je laisse les derniers s'installer. On va parler d'objets connectés. Je vais vous parler de sécurité des objets connectés. Et on va changer un petit peu. Souvent, on parle d'insécurité des objets connectés. Donc moi, je vais vous montrer plutôt un objet qui est bien sécurisé. Ce qui ne veut pas dire qu'il est infaillible, mais bien sécurisé. Je m'appelle Paul. Je travaille pour une boîte qui s'appelle Ayrton. Nous, on conçoit des objets connectés, et pas que connectés d'ailleurs. Vous avez sans doute tous utilisé quelque chose qui a été fait par nos ingénieurs, qui sont par exemple des machines à café Nespresso. Voilà, si vous buvez du café, il y a une chance sur deux que ce soit grâce à des gens de ma boîte. On fait aussi énormément des objets connectés, la Box & Key de Leroy Merlin, pour ceux que vous avez, puis on travaille sur d'autres acteurs. Ce dont je vais parler n'est pas un produit de Leroy Merlin, et je vous en dirai pas plus. Pourquoi est-ce que c'est important de parler de la sécurité des objets connectés? Je vous donne un petit chiffre. Le nombre d'ampoules connectées qui sont vendues dans le monde tous les ans, c'est 300 millions. Et 300 millions, ce ne sont que les ampoules connectées Wi-Fi. Une ampoule connectée Wi-Fi, elle a une adresse IP, elle peut parler avec n'importe quel ordinateur sur Internet. 300 millions par an, c'est à peu près 1 milliard au bout de 3 ans. La durée de vie d'une ampoule, 3 à 5 ans. Donc on peut se dire qu'on a plus d'1 milliard d'objets qui, s'ils ne sont pas sécurisés, peuvent devenir un méga botnet. Donc c'est quelque chose qui est quand même très sensible. Et donc c'est ça qu'on va regarder ensemble. Alors, le code d'une ampoule connectée, c'est un truc qui est à la base assez simple. Genre, si nous on se dit, tiens, je vais me faire une petite ampoule connectée ce week-end, ben, on peut s'assembler ça, hein. Il faut une petite LED, comme celle-ci. Et puis, bah, globalement, là, mon ampoule, elle est connectée sur mon réseau Wi-Fi. Et puis, je vais lui envoyer une commande Wi-Fi. Bon, vous ne voyez pas sur mon deuxième écran, mais... Oh! Magie! Magie! Ouais, dans un talk IoT, il faut toujours faire clignoter une LED. C'est une règle de base. Voilà. Alors, un truc de malade, c'est que on peut aussi l'éteindre. Attendez, parce que vous avez genre rien vu. Il est où mon truc? Et en plus, on peut la faire s'allumer progressivement. Voilà. Donc là, vous vous dites, le gars devant moi, quand même, il a un niveau de code, quoi, genre, on est avec un super génie. Alors, je vais vous montrer le code qu'il y a derrière. Et tout ce que j'ai écrit comme code pour faire ça, ça tient là. Ça fait 40 lignes. Voilà. Donc, une ampoule connectée, si je fais ça en mode... allez, je fais un petit peu d'IoT le week-end, 40 lignes, on est tranquille. Bon, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de cette ampoule du marché. Et pour ça, ce qui est important, c'est de faire de la chirurgie avec du matériel de précision, de façon à récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Aussi appelé une disqueuse. Bon, une fois qu'on a ouvert la bête et qu'on en a extrait le truc à l'intérieur, le plus important, on arrive à ça. Et ça, c'est donc ce qu'il y a dans une ampoule connectée. C'est un ESP32. Alors, je vois que c'est un peu pixelisé là. Mais bon, c'est un ESP32. Et en fait, c'est exactement la même chose que j'ai sur mon petit truc sur la table. C'est aussi un ESP32. Donc, c'est la même chose. OK. Et on voit qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à l'intérieur. On a une ligne radio. Ça tombe bien parce qu'elle est en Wi-Fi. Donc, c'est pas mal d'avoir une antenne. Un truc intéressant, il y a 2 oscillateurs. Donc, un qui sert à l'horloge du microcontrôleur. Et puis, un autre qui sert à ce qu'on appelle la RTC. Donc, qui est Real Time Clock, un truc qui est capable de conserver l'heure et la date à l'intérieur du système. C'est rigolo, l'ampoule a besoin d'avoir une date. Why? On verra ça un peu plus tard. Et puis, le seul composant, un ESP32 U4. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec un ESP32, c'est un ordinateur qui est beaucoup plus puissant que le premier ordinateur que j'ai eu, même que le deuxième, même que le troisième. Ça fait un double cœur qui tourne à entre 80 et 200 mégas, un peu selon l'humeur, mais qui sort 200 MIPS dans le cas qui est là, donc 200 millions d'instructions par seconde, qui a de la mémoire, une ROM, donc un truc qui est flashé en usine, qui fait 400K, grosso modo, qui a de la RAM à hauteur de 520K. Pour ceux qui ont fait le talk avec les Game Boy hier, et que là on n'est quand même pas tout à fait sur le même truc, qui a 4 mégas de flash, et c'est ça qui m'intéresse, et puis qui a des PWM. Ça, c'est ce qui permet de faire varier l'intensité des LED. Le truc vachement intéressant là-dedans, c'est que bah, si vous en achetez, ça coûte 1,50 $.
Et donc, celui qui en achète 300 millions, vous pensez bien qu'il paye ça quelque chose comme 50 centimes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un ordinateur ultra puissant pour vraiment pas grand-chose. Deux choses qui m'intéressent là-dedans. Alors, les eFuse, je vous en parle très rapidement parce qu'on va en reparler après pour la sécurité. Les eFuse, vous connaissez peut-être parce que vous avez peut-être eu des switches que vous avez mis à jour et que vous avez envie de downgrader et vous ne pouvez pas le faire parce qu'à un moment, il y a un truc qui se crame à l'intérieur de la switch pour éviter ça et ça s'appelle un eFuse. Voilà. Donc, ça sert grosso modo à enregistrer des données à l'intérieur du système qu'on ne va pas pouvoir ni lire ni réécrire par la suite. C'est bizarre ce que je viens de vous dire, en données qu'on ne pourra pas lire ni écrire, mais vous allez comprendre après. Et puis, un autre truc qui m'intéresse vachement, c'est qu'il y a 4 mégas. Alors moi, je vous ai dit, mon code, il fait 40 lignes. Et il y a des gars qui ont acheté, pour faire des centaines de millions de lampes, un chip avec 4 mégas de flash. Donc soit les mecs, ils sont complètement teubés, parce qu'ils auraient pu économiser plein d'argent, soit, en fait, il y a un truc qui m'a échappé dans les 40 lignes que je vous ai présentées. En fait, c'est plutôt ça, le truc. Il manque quelque chose. Et en fait, ce qui m'a échappé dans mes 40 lignes, c'est le S de IoT, pour ceux qui ont la ref, voilà. Mais grosso modo, c'est l'aspect sécurité. Et dans le monde du hardware, l'aspect sécurité, c'est quelque chose d'important. Entre autres, il y a un truc que vous avez dû tous voir, c'est la norme CE. C'est le truc qui fait qu'on est tous là et on n'a pas été morts étouffés par nos Playmobil quand on était gamin. Ouais. Donc c'est pas rien. Alors, pour une ampoule, la norme CE, c'est le truc qui fait que quand on va la mettre au plafond, on ne va pas prendre une méga châtaigne au moment où on est en train de la visser si jamais c'était sur le courant. Donc c'est un truc qui nous protège, surtout sur un aspect matériel, électrique et radiofréquence. Ça, c'était avant. Parce que depuis l'année dernière, depuis août de l'année dernière précisément, cette norme elle a été étendue par quelque chose, un dispositif qui s'appelle la RED, qui est une norme qui s'ajoute à la norme CE et qui vient garantir la sécurité cyber des objets que l'on achète et qui sont connectés. Donc aujourd'hui, un produit qui n'a pas le tampon CE n'a pas le droit d'être vendu sur le territoire européen. Un produit qui n'est pas certifié RED ne peut pas avoir le tampon CE et donc n'a pas le droit d'être vendu sur le territoire européen. Je ne vous cache pas que ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Mais, en tout cas, c'est important. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette RED, aussi connue sous le petit nom de EN18031? Des fois, on met un H devant même pour dire que c'est harmonisé. Et cette directive RED, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que tous les systèmes connectés comme ça, ils doivent pouvoir être mis à jour. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, elle nous dit que les mises à jour, elles doivent être sécurisées. Donc, sécurisées, ça veut dire que moi, je ne peux pas, en tant que développeur ou juste propriétaire de cette ampoule, décider que j'ai envie de la mettre à jour et mettre mon propre code dessus. C'est ça, en gros, que ça veut dire. Parce que sinon, je pourrais être malveillant et mettre quelque chose qui pourrait en prendre le contrôle et s'en utiliser comme un attaquant. Elle dit aussi que toutes les communications doivent être chiffrées. Elle dit que si on a des données personnelles à l'intérieur, genre au hasard la clé WPA, qu'on peut considérer comme une donnée personnelle, enfin en tout cas une donnée sensible, doit être chiffrée et doit être nettoyée. C'est-à-dire que si j'offre cette ampoule à quelqu'un d'autre, je dois pouvoir avant purger toutes les données personnelles qui pourraient être dedans. Voilà. Et puis il y a d'autres choses, comme par exemple, vous n'avez pas le droit d'avoir des mots de passe par défaut. Donc vous savez, quand vous achetez votre nouveau routeur, que vous le branchez sur réseau et que c'est admin et password pour faire la première initialisation, ça en fait c'est pas RED. Voilà. Donc si vous avez ça, c'est que le produit n'est pas RED. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui aux premières connexions, qui va vous demander de rentrer un mot de passe, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, regardez la doc, c'était marqué c'est password, le password, donc tout se passait bien. Voilà. Ça, c'était l'entrée. Puis maintenant, il y a le pas de résistance qui est en train d'arriver. Vous avez entendu ça dans plusieurs talks à Tourentech, qui est le Cyber Resilience Act, la CRA. Et la CRA, elle arrive à partir de 2026 et elle sera opérationnelle en 2027. Elle s'applique au développement du logiciel classique, mais elle s'applique aussi dans le cadre des objets. Et ça va faire grave mal en fait dans le cadre des objets. La CRA, on rappelle, alors déjà par rapport à la RED qui vous interdit de pouvoir vendre le produit sur le territoire européen, la CRA va plus loin, elle vous met une amende. Donc c'est 2,5% du chiffre d'affaires, c'est 15 millions d'euros si vous ne respectez pas le CRA. Ça c'est impactant parce qu'il faut comprendre que ces produits-là sont beaucoup fabriqués en Asie par exemple, et ils sont beaucoup importés et distribués en Europe. En fait, celui qui va prendre l'amende en Europe, c'est le distributeur. Donc en fait, on ne peut plus vous vendre n'importe quoi sans être à risque aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous dit le CRA? Elle nous dit que on ne va plus être vraiment dans le statique, comme le CE ou la RED, où on fait un jour, one shot, une analyse, et on dit c'est bon, le truc a été bien construit. Elle dit en fait, on va être dans la durée. Il va falloir analyser les vulnérabilités chaque jour pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes. Et si on a détecté des vulnérabilités, il va falloir faire des mises à jour.
Donc ça intensifie la nécessité d'avoir des systèmes qui se mettent à jour, et je vous rappelle, de façon sécurisée, chiffrée, ainsi de suite. Il va falloir communiquer auprès de ses clients, et le truc qui va faire très mal, c'est qu'il faut que les mises à jour soient distribuées pendant 10 ans. Je ne vous cache pas que dans le milieu, c'est chaud. Ça nous amène à faire du Secured by Design au niveau des objets, ce qui est plutôt une super bonne nouvelle. Entre autres, signer tous les firmware, ce qui veut dire avoir des gestions d'identité, avoir des PKI, ça c'est assez nouveau, enfin, pour pas mal de monde, empêcher toute modification, fermer tous les accès qu'il peut y avoir, et donc quelque part ça veut dire que votre ampoule, vous ne pourrez plus jamais en prendre le contrôle, ce qui est le seul moyen qui est pour la protéger. Et pour ça, la réglementation dit qu'il va falloir qu'on fasse aussi un petit peu de pain testing. Le CRA, ça s'applique à tout produit qui est connecté directement ou indirectement à Internet. Alors ça, cette notion, elle est un petit peu complexe. Le indirect, parce qu'on ne sait pas où ça commence ou où ça s'arrête. Mais si je prends l'exemple de cette ampoule que je tiens dans la main, qui n'est pas du tout celle que j'ai démontée, puisque celle-là, elle est Zigbee, elle n'est pas directement connectée à Internet, elle n'est pas en IP. Par contre, elle se connecte à une passerelle qui, elle, est directement connectée à Internet. Donc, elle est indirectement connectée à Internet. Donc, elle est concernée par le CRA. Bon, tout ça, c'est complexe dans un monde de gens qui font du hardware et qui n'ont pas toujours la culture du monde du software pour avoir des chaînes de compile, pour faire du suivi des CVE, pour regarder ça de façon un peu détaillée. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, il y a beaucoup de complexité, ce serait pas mal qu'on fasse des plateformes qui permettent de gérer un peu cette complexité. Il en existe plusieurs. Là, je vous parle de Tuya, mais il y en a d'autres qui existent. Tuya, c'est une plateforme asiatique qui va permettre de répondre en partie à ça en créant un écosystème complet. Parce qu'en fait, l'Internet des objets, le code qu'il y a dans l'ampoule, bon, moi, je vous ai mis 40 lignes, il y en a plus en réalité, vous allez comprendre pourquoi, mais en fait, ça représente que 5 à 10% de la code base qu'on a dans une solution IoT. Parce que le gros, en fait, ça va être dans des gateways, ça va être dans les serveurs, ça va être dans les applications mobiles, et ça, c'est du développement qui est tout à fait classique, dont vous avez l'habitude. En fait, l'Internet des objets, c'est 90% de code qui est du code de développement, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire fonctionner tout ça ensemble, puisque quand on parle de mise à jour sécurité, ça veut dire que quelque part, on a des identités, des signatures qui sont dans le cloud et qui doivent être mis en relation avec ce qui se passe au niveau des objets qui sont là. Donc, c'est une chaîne. Bref, ça, c'est pour l'overview. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ce qui a été développé dans cette ampoule. Et pour ça, on va regarder ce qui se passe dans l'envers du décor. Alors, si on retourne la petite platine que je vous ai montrée tout à l'heure, on trouve des pads. Et sur ces pads, il y a des signaux qui sont utilisés quand on est en usine, entre autres, pour programmer le système. Parce que sinon, là, vous avez du mal à les choper, ces signaux. Qu'est-ce qu'il y a sur ces signaux-là? On a différentes choses. Ce qui va nous intéresser, pour faire vite, c'est RxTX, c'est un port série. Donc ça va nous permettre de voir si éventuellement l'objet nous envoie des informations, genre comme notre PC qui boot. Et c'est vraiment ça qu'on va trouver. Et quand notre ampoule va démarrer, elle va d'abord démarrer sur son BIOS, sur sa partie qui est en ROM. Ça ne s'appelle pas un BIOS, ça s'appelle un bootloader, mais c'est un peu l'idée. Et donc quand on va regarder ce qui se passe, on va voir ce truc-là, un boot level 1, qui est quelque chose qui est en dur dans la ROM du device et qui nous donne des informations complètement abscons dont on n'a pas grand-chose à faire aujourd'hui. Mais ce boot level 1, il va démarrer un boot level 2. Comme votre PC, en fait, il est parti sur le BIOS et il a démarré un grub. Et donc là, on a des informations qui sont spécifiques au développement, qui sont plus spécifiques au device et qui vont nous apporter des informations qui sont intéressantes. La première information qu'on a, c'est qu'ils ont utilisé un bootloader qui s'appelle ESP-IDF. Donc c'est en fait un SDK de développement et on est sur un ESP32, d'où ESP-IDF. Et l'ESP est fabriqué par Espressif, c'est le fabricant de la puce. Et en fait, il fournit un SDK pour programmer sur son chip et c'est ce SDK-là qu'ils ont utilisé. En vrai, ce n'est pas celui qui est vraiment fourni et il est modifié, mais ils sont partis sur cette base-là. Bon, grosso modo ici, c'est à peu près la seule information utile que l'on apprend, mais déjà, ça nous permet de comprendre un tout petit peu comment les choses fonctionnent. Si je résume ce que je vous ai dit, on a une partie qui est en ROM, donc qui est gravée en usine à l'intérieur du microcontrôleur, et puis on a dans cette ROM un premier bootloader qui démarre, toujours le même pour tout le monde. Et puis ce bootloader, en fait, il fait démarrer un deuxième bootloader qui lui est en flash, donc on va pouvoir le modifier. Donc dans mon cas, c'était ESP-IDF, mais ça aurait pu être Arduino, ça aurait pu être autre chose, quelque chose Mbed ou Zephyr ou autre. Et donc derrière, ce bootloader, son rôle, comme Grub, c'est d'aller charger en fait l'application qui va être stockée dans le reste de la flash. Voilà. Et il nous reste plein de place dans la ROM
Donc là, en général, sur ESP, dans cette ROM-là, on va mettre des librairies qui sont un peu standards, soit qui servent à piloter le matériel, soit qui sont genre les libc, parce que c'est pas la peine de les remonter dans l'application, puisque de toute façon, tout le monde va les utiliser. Au passage, on pourrait avoir une CVE là-dedans. Et dans ce cas-là, ben, on pourra toujours remettre la libc dans l'app, et ça prendra plus de place. Donc ça, il faut faire attention quand on dev. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il va falloir qu'on se laisse un peu de place ici, pour le cas où. Bon, on a booté, et comme un boot Linux, en fait, au départ, il va monter des partitions. Donc sur Linux, on monte SDA1, c'est je sais pas, /root, enfin SDA2, c'est /etc. Et bien ici, c'est à peu près pareil. On voit qu'il va démarrer un certain nombre de partitions et qu'il va les lister. Et puis on va schématiser ça pour que ce soit un tout petit peu plus lisible et synthétique. Et grosso modo, on peut déterminer l'utilisation de la flash. Bon, regardez pas ce tableau. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. De ça, on voit qu'on a deux zones mémoire qui sont des zones qui s'appellent applications. Donc on se dit quelque part qu'il y a des chances qu'en fait mes 40 lignes de code elles soient là-dedans. Voilà. Il y a une zone qui s'appelle HSM. Alors là en fait on intuite que HSM ça nous fait un petit peu penser à une espèce de coffre-fort numérique. Donc peut-être qu'on va mettre des trucs un peu sensibles là-dedans, genre la clé WPA. Et puis on a des zones qui s'appellent config, Wi-Fi data, core dump. Ça aussi on se dit que ça doit servir à un truc qu'on voit bien. Et puis finit qui est un truc hyper standard dans le SP32 qui permet de faire de la calibration de la partie radio. Bon, bah, ça marche un peu comme un PC, hein. On a les partitions et tout ça, intéressant. Par contre, la question qu'on peut se poser, mais pourquoi il y a deux partoches qui s'appellent applications? Pourquoi il n'y en a pas qu'une seule? Et ça, en fait, c'est important. On a dit, la réglementation, elle nous dit, il faut gérer les mises à jour. Comment je gère des mises à jour quand je suis dans un objet connecté? Ben, mon objet connecté, il est en train de tourner, il allume la lampe, il éteint la lampe, et puis à un moment, il interroge un serveur, et le serveur lui dit, ben, mon gars, il faut que tu te mettes à jour là, parce que tu es un peu obsolète. Et il dit, bah, moi j'aimerais bien me mettre à jour, mais il faut que je télécharge la mise à jour. Et puis bah, vous avez vu, ma mémoire RAM, elle fait 500K, c'est pas mal, mais mon firmware, il peut faire 1 méga. Donc ça va passer. Donc il faut que je l'écrive quelque part. Bah, je ne peux pas l'écrire sur ma propre partition route, entre guillemets, parce que j'écraserai mon code qui est en train de tourner. S'il y a un truc qui merde, on est mort. Donc il va falloir que je mette ça dans une deuxième partition. Et c'est pour ça qu'on a un double banque, double partition. Donc la partition 1, elle est en train de tourner, elle voit qu'il y a une mise à jour, elle écrit sa mise à jour dans la partition 2, et ensuite, le système va rebooter et partir sur la partition 2. Et puis, si tout se passe bien, au bout d'un moment, la partition 2, son code qui est dedans, il va dire « Ok, super, je fonctionne bien. Bah, au cas où, je vais aller me recopier sur la partition 1. » Parce qu'on n'est jamais à l'abri, en fait, qu'il n'y ait pas un moment où la flash, elle merdouille, genre une corruption. Et dans ce cas, bah, la lampe, elle serait morte. Donc, si elle est morte, flow, le watchdog, tac, le système reboot automatiquement, il redémarre. Il se dit, ah, j'ai merdé en partition 2, bah, j'essaye de redémarrer en partition 1, et on est reparti. Puis ensuite, il dit, bah, je suis en partition 1, j'ai merdé en partition 2, je vais me recopier sur la partition 2, et avec un peu de chance, ça va résoudre le problème. Donc en fait, c'est ce qui fait que ces produits sont globalement super résilients. Après, il y a un moment, ça peut tomber vraiment en panne, mais globalement, c'est résilient. Donc ça, c'est le principe de la mise à jour. Mais maintenant, on a dit que les mises à jour, elles devaient être sécurisées. Pardon. Donc sécurisées, ça veut dire que, bah, éventuellement, si ça merde, quand on a fait la mise à jour en banque 2, là, on a planté, donc on a rebooté du coup en banque 1, donc sur l'ancienne version, donc elle marchait bien, donc tout va bien, on refait une mise à jour, ainsi de suite. Donc ça, on a déjà sécurisé ça. Mais sécuriser, c'est aussi s'assurer que je ne vous ai pas envoyé un firmware qui était corrompu, malveillant ou autre. Donc pour ça, on va avoir des mécanismes de signature. Donc en fait, ma partition 1, quand on a reçu sa mise à jour, elle a aussi reçu une signature. Comme vous, quand normalement vous chargez un Docker, vous êtes censé avoir un SHA que vous allez vérifier pour vous assurer que ce soit bien celui qui a été fourni par celui qui prétend l'avoir fourni. Là, c'est exactement la même chose. Et cette signature, en général, elle fonctionne avec un système de clé asymétrique. Donc, côté génération du binaire, on va avoir une clé privée qui est unique, qui va générer une signature. Et côté des devices, ils connaissent tous la clé publique correspondante de celui qui génère les firmware et ils vont vérifier que ça a bien été signé par la bonne personne. De cette façon-là, on va décider d'écrire et de valider le reboot pour démarrer sur le système 2. Et là, on a une deuxième validation de signature parce qu'en fait, une fois que mes données elles sont en flash, moi je pourrais aller modifier la flash pour aller injecter un truc malveillant. Bon, encore une fois, la Dremel, tout ça, pas facile sur une ampoule, mais potentiellement je pourrais le faire. Donc pour éviter ça, en fait, mon bootloader, lui, va revérifier la signature de la partition. En l'occurrence, dans une ampoule, on ne s'intéresse pas trop à l'attaque possible qu'il puisse y avoir sur la flash, mais il peut y avoir un défaut dans la flash. Et donc, ce que j'écris peut être peut être un peu pas ce que j'attendais, et donc ça peut amener mon objet à planter, ce que je veux pas. Donc, ça me sert aussi pour sécuriser ça.
Donc là, on a un deuxième niveau de signature qui n'est pas forcément le même. Donc en fait, un firmware peut être livré avec deux signatures, une pour vérifier l'installation et une autre pour vérifier l'exécution. Et cette deuxième signature, souvent, elle n'utilise pas des mécanismes de clé asymétrique, elle peut utiliser des mécanismes de clé symétrique pour faire ça. Donc ça, c'est un des premiers usages des eFuse. On a des clés qu'on veut sauvegarder et qu'on veut protéger. On peut les mettre à l'intérieur des eFuse. Mais je vais en reparler un petit peu après. Donc on a mis des choses, on les a sécurisées pour faire des mises à jour et c'est impeccable. Sauf que dans mon système, en fait la flash, elle peut être sur un ESP32, elle peut être à l'extérieur du corps. Là en l'occurrence c'est dans le même package, mais sur un ESP32 ça peut être un petit composant à côté. Donc une fois que j'ai mis mon code, je pourrais aller le relire, ce code-là. Et donc je pourrais récupérer les informations qui sont dedans. Donc il faut aussi que je sécurise ça. Et là, on voit dans la suite du boot qu'à un moment, il fait Flash Encryption Enabled, et il me dit que tout a déjà été encrypté, en fait. Je n'ai pas besoin de refaire quelque chose. Ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un mécanisme de sécurisation qui est dans le hardware. Et là, on fait le lien avec les eFuse dont je vous parlais. Je vous ai dit, eFuse, c'est un truc un peu chelou. Vous écrivez une valeur dans un registre, et ensuite, cette valeur-là, vous ne pouvez plus la lire et vous ne pouvez plus la réécrire. Donc ça paraît pour un développeur un peu chelou comme approche quand même, hein, on est bien d'accord. En fait, cette valeur-là, elle va être accessible par du hardware qui est à l'intérieur du microcontrôleur. Et entre autres, elle va être accessible par les unités hardware qui permettent de faire du chiffrement, déchiffrement. Donc en fait, vous écrivez une clé et seul le composant électronique qui permet de faire ici de l'AES va pouvoir accéder à cette clé. Donc vous ne pouvez plus jamais accéder. Et cette clé-là va être utilisée pour chiffrer, déchiffrer à la volée. En fait, c'est assez intéressant sur un ESP32. Je vous rappelle, hein, c'est un chip qui vaut moins de 1 $. Sur un ESP32, en fait, dès que vous allez écrire dans la flash, ça va être de façon complètement transparente, chiffré pour être écrit. Et à chaque fois que vous allez lire la flash, ça va être déchiffré à la volée. Et donc, du coup, quand je fais ma mise à jour de firmware, en fait, elle est écrite dans la flash, mais elle est écrite de façon chiffrée. Et donc, si j'accède à la flash, je verrai du bruit. Si j'essaye d'écrire dans la flash, j'écrirai n'importe quoi puisque je ne connais pas la clé de chiffrement. Donc on est plutôt bien protégé. Et si on regarde quelles sont les partitions qui ont ce chiffrement activé, on va retrouver nos applications. Donc on a bien une mise à jour qui est chiffrée, sécurisée, comme on l'a vu précédemment. Et puis, bonne nouvelle, le HSM, c'est bien un coffre-fort. Et lui aussi, il est chiffré. Et les secrets vont pouvoir mis dedans. Par contre, le reste n'est pas chiffré. Il pourrait l'être. Mais en l'occurrence, il n'est pas par défaut, mais on ne met pas dedans des choses qui soient sensibles. Donc chiffrement AES-256, la clé est stockée dans les eFuse. Cette clé-là, en fait, comme c'est vraiment un chiffrement-déchiffrement local, elle peut être générée de façon complètement random et différente pour chaque chip. En tout cas, c'est comme ça qu'elle doit être générée. Bon, on a vu que là, grosso modo, si moi je voulais injecter un firmware à l'intérieur de l'ampoule, en gros, j'étais coincé un peu dans tous les sens. Et donc, si je ne peux pas y aller over the air, peut-être que je peux y aller over the cable. D'autant que, puisque c'est noyé dans du plastoc et dans le truc, potentiellement, il y a peu de chances que je le fasse sans détruire le système. Donc, why not? On peut regarder, on peut essayer. Mais là aussi, c'est plutôt bien géré. Et il faut faire deux choses pour gérer ça. Il va falloir interdire le bootloader ESP-IDF à pouvoir lui envoyer un nouveau firmware, ce qui est très pratique quand on développe. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas le ESP-IDF standard, parce que déjà cette fonctionnalité est désactivée, puis en plus il vérifie les signatures, ce que ne fait pas le ESP-IDF standard. Bon ok, si le port série ça ne marche pas, on va y aller vraiment à la base, et là je m'attaque au port technique, qui s'appelle le SWD ou le JTAG, qui permet vraiment d'aller modifier les bits où je veux, dans la flash, dans la mémoire et tout ça. Lui aussi en fait il est désactivé en production. Donc en gros, une fois qu'on a la première fois envoyé le firmware over the cable en usine. Ensuite, derrière, on ne peut plus rien faire over the cable. Si jamais ça ne marche pas over the air, l'ampoule, on la prend, on la jette à la poubelle. Voilà. Bon, on a fait le tour, grosso modo, vraiment de l'aspect un peu hardware, bas niveau. Et du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les interfaces? Parce que ça, c'est un produit communicant. Dessus, il y a deux choses qui sont utilisées. Il y a du Wi-Fi, hein, on en a parlé, c'est avec ça qu'on va pouvoir allumer et éteindre l'ampoule. Et puis, il y a du BLE, Bluetooth, qui est utilisé aussi, puisque le chip dont j'ai parlé a ces deux interfaces qui sont disponibles. Donc, on va commencer par regarder le Bluetooth et se dire, mais OK, à quoi ça sert ce Bluetooth? Alors, usage du Bluetooth, principal usage, c'est la configuration initiale. C'est, en fait, j'ai mon ampoule, elle doit communiquer sur Internet. Pour ça, elle se connecte au Wi-Fi. Et pour se connecter au Wi-Fi, il faut un SSID et puis une clé WPA. Donc à un moment, il faut que je lui configure ça. Et donc, ça s'appelle le pairing. Ça me permet de dire que c'est mon ampoule et de mettre dedans mon setup. Il y a une façon de faire, waouh, je suis un peu vite, une façon de faire qui est pareille, celle que je ferai le week-end, qui est de se dire, en fait, puisqu'elle est Wi-Fi, je vais
la démarrer, il y a un point d'accès qui va s'ouvrir, je vais afficher une page web dessus, et puis je vais rentrer du setup à l'intérieur. Ça marche pour moi, Madame Michu, elle trouve ça un peu compliqué, il faut se le dire. Et puis surtout, cette méthode-là, elle n'est pas du tout security compliant. Là, on a plein de red warnings sur la red. Déjà, faire du HTTPS, ça va être problématique. Parce que quand je suis en train de dialoguer directement avec mon ampoule, bah, j'ai plus accès à Internet. Donc les certificats, ça va être compliqué pour les vérifier, renewer, et ainsi de suite. Donc on va faire du HTTP plutôt, donc on n'est pas chiffré, donc on n'est pas RAID. Ensuite, on va faire simple. Je ne veux pas, pour un setup, rentrer un mot de passe. Donc je vais faire de la connexion directe sans WPA. Bam, encore un warning. C'est une interface d'admin. Je n'ai pas de login et de password pour me connecter. Bam, encore un warning. Donc en fait, ce genre de choses-là, on ne peut plus le faire. Donc il va falloir qu'on fasse autrement. Pour prouver que l'ampoule est bien la nôtre, enfin qu'un équipement Bluetooth est bien le nôtre, souvent on va vous demander de rentrer un code d'appairage. Vous avez ça dans les voitures par exemple, il faut taper un 3, 4, 5, 6. Donc sur l'ampoule, rajouter un truc, ça va être un peu compliqué. Bon, moi j'ai bien pensé à faire du morse avec l'ampoule, hein, ça marcherait bien. Mais encore une fois, le Wi-Fi Acceptance Factor marche pas. Bon, ils ont mis du coup en place un protocole qui est un peu plus compliqué, mais qui marche bien, qui est transparent, hyper simple à utiliser. En gros, quand l'ampoule, on la met sous tension et qu'elle n'est pas associée, elle va faire ce qu'on appelle du beaconing, c'est-à-dire qu'elle va constamment envoyer son identité. Donc toutes les 20-30 millisecondes, elle va dire « je suis un 2, 3, 4, 5, 6, je suis un 3, 4, 5, 6, je suis un 2, 3, 4, 5, 6 ». Enfin, un peu relou, quoi. Donc elle va dire ça, et le smartphone, lui, il sait, bon, si ça commence par un 2, 3, c'est une ampoule que je connais. Donc, j'ai identifié qu'il y avait une ampoule qui est dans la bonne marque, on va dire, qui est autour de moi. Donc, je vais la repérer, puis je vais dire au cloud que moi, j'aimerais bien être super pote avec un 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le cloud, il va dire, ouais, vas-y, celle-là, elle a l'air bien, elle est dispo, tu peux y aller. Le smartphone dit, ben, écoute, je vais me connecter à l'ampoule, et là, il va lui envoyer sa configuration Wi-Fi. Mais là, on est raide. Donc là, il faut chiffrer. Et pour que ce soit simple, il ne faut pas qu'on fasse un appairage. Donc en fait ici, il y a une espèce de tunnel de data qui est créé avec un protocole custo qui va faire du chiffrement, avec des clés qui doivent arriver aussi à circuler. Donc là aussi, il y a un protocole qui est un peu compliqué pour arriver à faire ça, mais qui fait qu'à la fin, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Le device, lui, il dit « Bon, bah ok, j'ai reçu les infos, donc maintenant je peux me connecter au Wi-Fi. » Il envoie des infos au cloud pour dire « Hey, je voudrais me commissionner, j'ai un accès au Wi-Fi, c'est trop la fête, je suis un 2, 3, 4, 5, 6. » Le cloud, il lui dit « Bah ouais, vas-y, fais-toi plaisir. D'ailleurs, ça tombe bien, lui voulait te parler. Et voilà ta configuration. Tu es une ampoule, tu peux faire ci, tu as une mise à jour à faire, ainsi de suite. » Et bien à partir de ce moment-là, le smartphone, il va pouvoir envoyer un message au cloud pour dire « Bah vas-y, allume-toi l'ampoule. » Et là, l'ampoule, elle va recevoir un message du cloud qui va dire « Vas-y, fais péter les watts. Allume-toi, ça va être facile. » Donc ça marche comme ça, et c'est intéressant de se dire qu'en fait, les ampoules que vous avez chez vous, bah, pour qu'elles fonctionnent, elles passent toujours par un cloud. Ça paraît un peu surprenant, mais en fait, c'est assez logique, et on va en parler un petit peu plus tard. Bon, est-ce que c'est tout ce qu'on fait avec le BLE? En fait, quand je regarde l'écosystème de cette ampoule, on voit qu'il est possible d'utiliser une télécommande. Alors ça, c'est un peu bizarre, parce que je vous ai dit, on passe toujours par le cloud, et on a une télécommande. Bon, cette télécommande, on sait qu'elle est Bluetooth, parce qu'en fait, de toute façon, elle n'est pas Wi-Fi, sinon les piles, il faudrait changer toutes les semaines. Donc, la seule communication qui est possible sur l'ampoule, autre que le Wi-Fi, c'est du Bluetooth. Donc, par la force des choses, elle est Bluetooth. Et ouais, mais RAID CRA, tout dispositif connecté directement ou indirectement à Internet, doit se mettre à jour. Donc, il faut pouvoir mettre à jour l'ampoule. Mais l'ampoule, elle est Bluetooth. Et puis, on ne veut pas que les gens y gèrent avec l'application et compagnie. Donc, on se rend compte que ici, cette télécommande qui doit communiquer avec le cloud, en fait, elle va envoyer un message sur Bluetooth qui va être transformé en une trame IP qui va aller vers le cloud. Donc en fait, notre ampoule ici, ce n'est pas juste une ampoule. C'est un routeur qui est capable de prendre du trafic Bluetooth, de l'encapsuler de façon chiffrée, bien sûr, entre les deux, pour ensuite le mettre dans une trame IP pour l'envoyer derrière. Et quand vous appuyez sur votre bouton ici, eh bien, vous avez votre demande qui passe ici, qui est mise dans une trame IP, qui va sur un serveur au bout du monde, qui revient à l'ampoule et qui allume l'ampoule. Ça marche comme ça. Voilà. Entre autres, pour des raisons de sécurité. Bref, on a fait le tour de ce qu'on peut faire avec le Bluetooth. Et maintenant, il nous reste, puisqu'on veut comprendre un peu comment ça marche, à regarder ce qui se passe au niveau du Wi-Fi. Donc, pour regarder ce qui se passe au niveau du Wi-Fi, je lance mon Wireshark.
Pour que j'y vois quelque chose, il faut que je sois dans un environnement que je gère à peu près. Donc je crée mon point d'accès, je capture mes trames réseau sur un petit Raspberry Pi 0 ici qui fait point d'accès en ouvrant un accès Wi-Fi sur tout le monde. Mon ampoule se connecte à ce point d'accès-là et je peux capter du trafic. Bon, bien entendu, le trafic, majoritairement, il est en HTTPS, donc grosso modo, je ne vois pas grand-chose. Bah, ça permet quand même d'identifier un certain nombre de serveurs, donc on verra la cartographie tout à l'heure, mais c'est pas mal. Si je veux voir ce qui se passe au niveau de l'intérieur des trames, en fait, il va falloir que je fasse du man in the middle. Et donc là-dessus, je fais tourner un petit outil qui s'appelle Man in the Middle Proxy, qui va me permettre finalement d'envoyer un certificat bidon à celui avec qui je communique pour lui faire croire qu'on peut discuter ensemble de façon sécurisée. Et donc, comme c'est moi qui ai le certificat, je sais comment déchiffrer et je peux voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça va être cool, on va se faire plaisir, c'est un objet connecté, donc de toute façon, il n'y a pas de sécurité. Donc, du coup, ça va bien se passer. Bah merde, en fait, non. Hein. L'ampoule, elle gère les chaînes de certificats. Donc, du coup, moi, quand je reçois mon certificat, quand je lui envoie mon certificat fait maison, elle me dit, t'es mignon, toi, mais je t'ai vu, ça passe pas. Ça passe pas. Bon, ce qui est quand même intéressant, c'est que par contre, sur un smartphone, on peut injecter un certificat racine bidon, donc du coup, là, sur le smartphone, on peut voir des choses. Mais c'est quand même intéressant parce que même sur le smartphone, en fait, il y a des parties de l'application qui n'utilisent pas la stack de certificats du smartphone, mais sa propre stack interne, pour éviter justement qu'on puisse avoir les informations qui sont en clair. Donc même cette partie-là, elle a été renforcée dans cette solution-là. Sur mon ampoule, donc, en effet, je ne peux pas gérer les certificats, je ne peux pas lui injecter de certificats, puis je ne peux pas, là, comme un smartphone, lui faire une injection, parce que simplement, je n'ai pas d'interface sur le système. Mais, quand même, ce que je me rends compte en faisant ça, c'est que comme mon certificat est invalide, l'ampoule, elle se dit, attends, c'est peut-être pas moi, en fait. Enfin, c'est peut-être pas lui. Ça se trouve, c'est moi qui n'ai pas un bundle de certificats à jour. Je ne connais pas bien cette racine-là. Et donc, l'ampoule, elle va télécharger un nouveau bundle de certificats. Donc grosso modo, ça se passe comme ça. Quand l'ampoule, elle démarre, quand on la met sous tension, le premier échange qu'elle fait, c'est avec un serveur qui sert juste à vérifier s'il y a là une connexion Internet. Elle est en HTTP, parce qu'à ce moment-là, on ne veut pas avoir de problème de certificat ou quoi que ce soit. Elle envoie coucou, ça répond coucou, grosso modo. Elle dit « Oh, c'est cool, j'ai de l'Internet, ça marche ». Ensuite, et c'est là je vous rappelle, je vous ai dit, c'est bizarre, il y a une RTC dans le système avec un quartz et tout ça. Bah, en fait, pour gérer les certificats, il faut connaître la date, puisqu'ils ont une expiration. Donc, deuxième chose qu'elle fait, elle se connecte à un NTP serveur et elle récupère la date et l'heure. Voilà. Et après, derrière, elle maintient ça avec sa RTC. Et quand je lui envoie un certificat pourri, elle se dit « Oula, peut-être que mon bundle de CA n'est pas bon ». Donc, elle va télécharger un nouveau bundle de certificats. Alors là, moi, je me suis dit, OK, c'est cool. Alors attends, je vais détourner le truc, je te prends le bundle de certificat, j'insère le mien à l'intérieur, je te pousse tout ça, ça va bien se passer. Bah non, ça ne se passe pas bien parce que ce bundle-là, il est signé, encore une fois. Et donc, quand je l'ai modifié, comme je ne connais pas la clé de signature, je n'ai pas pu corriger ça. Et par conséquent, mon bundle est rejeté. Donc, elle récupère le bundle, et puis si le certificat est valide, hein, ce qui n'était pas dans le cas dans mon Man in the Middle, mais sinon, elle fait une connexion HTTPS avec un broker sur lesquels les messages vont être échangés. Vous voyez un petit peu de code derrière en fait pour gérer tous ces trucs-là. Quand on regarde l'architecture générale de tout ça, avec toutes les infos que j'ai pu récupérer, l'analyse de l'application, ainsi de suite, on voit grosso modo, derrière une ampoule connectée, on a des serveurs NTP, on a des serveurs HTTP, on a des serveurs qui gèrent les contenus pour les firmware, les mises à jour et tout ça. Et puis, on a un cluster de brokers qui permettent de communiquer entre l'application mobile et l'ampoule. Parce qu'en fait, le trafic qu'on a là, c'est un trafic streamé en HTTP2 et qui fait que HTTPS version 2 et qui fait que globalement, en fait, très rapidement, dès que je vais changer un état sur mon application mobile, la demande de changement va arriver sur l'ampoule et vous n'avez pas l'impression, quand vous appuyez sur le bouton, que l'ampoule va mettre 30 secondes pour s'allumer. C'est pratiquement instantané. Mais en vrai, ça a traversé le monde pour aller vers un serveur. On a un cluster, c'est parce que 300 millions d'ampoules, donc il faut gérer un petit peu ce truc-là. Et ce n'est pas vraiment un broker au sens, un MQTT ou ce genre de choses. Hein. Il y a de l'intelligence à l'intérieur, il y a du métier, mais ça revient un petit peu à ça. Il y a un ordre qui passe, il est transformé et il se retrouve en un nouvel ordre. Ce qui est intéressant, c'est que
on a toute cette partie-là en bas. Alors, on trouve KeyCloak pour l'authentification, on trouve un référentiel utilisateur, mais surtout, on trouve un référentiel d'état pour l'objet. Et ça revient sur un autre élément dont je vous ai parlé, c'est je vous dis, ça passe toujours par le cloud. On peut se dire, c'est con, l'ampoule, elle est là, on pourrait traiter en direct. En fait, le problème, c'est que vous êtes chez vous, vous allumez l'ampoule. Puis vous avez votre femme qui est au boulot et qui a envie d'éteindre l'ampoule ou d'allumer l'ampoule. Bah, pour que ça marche, ou même aller dans la cuisine, peu importe, pour que ça marche, en fait, il faut qu'on ait un état de l'ampoule. Sinon, moi, je l'allume, elle allume son téléphone, comme elle n'est pas à la maison, elle ne la voit pas allumée, donc elle pense qu'elle est éteinte, enfin, ouais, c'est compliqué. Donc pour que ça fonctionne, il faut que la vérité soit à un seul endroit. Et il faut que ce soit à l'endroit où tout le monde peut accéder. Donc l'endroit où tout le monde peut accéder, c'est Internet. Et donc on va toujours faire des modifications sur cet état-là, et ensuite on va pousser l'état mis à jour vers l'ampoule. Et c'est pour ça qu'on utilise toujours Internet. C'est pour ça que ma télécommande, c'est la même chose. Quand j'appuie sur ma télécommande, ça passe par l'ampoule, ça va sur Internet, ça met à jour l'état de référence, et ça renvoie l'ordre à l'ampoule pour le faire. Je vous rassure, s'il n'y a plus d'Internet, il y a toujours un truc, ça s'appelle un interrupteur. Ça, par défaut, quand on la met sous tension, elle s'allume. Comme ça, du coup, globalement, ça se passe bien. Donc le broker, la partie qui fait la synchronisation, ça s'appelle un digital twin. Grosso modo, les représentations de l'état de l'ampoule qui va pouvoir être là. Et bien sûr, l'ampoule, elle passe son temps à remonter des informations comme quoi elle est en vie, parce qu'il ne faudrait pas non plus que vous ayez coupé le courant, elle est éteinte, et puis vous allez là, et puis vous lui dites je l'allume, et qu'elle s'allume. Donc à un moment, il y a aussi cette logique métier qui vient derrière. Et ben voilà. Notre petite ampoule, je vous ai dit 40 lignes de code. Ben ça, c'est ce que j'aurais codé le week-end pour m'amuser à faire un petit objet connecté. La réalité, c'est que le petit bout de code que j'ai fait, c'est ça. Et puis en fait, bah, tout ce que je vous ai présenté, grosso modo, c'est toute cette partie-là. Donc une ampoule connectée, en fait, c'est des centaines de milliers de lignes de code, pour pas dire des millions. Et c'est pour ça que vous avez 4 mégas de flash et un binaire d'une ampoule connectée. Ça peut faire facilement 1 méga, voire un petit peu plus. Merci pour votre attention. Il nous reste plein de temps pour les questions, donc c'est cool. Vas-y. Ah. Ouais, je répète. Ouais, ça marche. Est-ce qu'on peut pas? Ah, un mode autonome. Alors, donc la question, c'est de se dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on passe forcément par le cloud et qu'on ne puisse pas avoir un mode autonome local, grosso modo. Alors, on peut l'envisager. Tu ne peux pas envisager uniquement un mode autonome parce que le problème, c'est qu'il faut faire les mises à jour. Donc, à un moment, il faut toujours qu'on ait un accès cloud. Et le problème du mode autonome, c'est celui que je l'indiquais, c'est que si moi, je communique directement avec l'ampoule, je vais changer son état. Mais en fait, je ne sais pas si mon ordre, il a vraiment été traité. Je ne sais pas, moi, j'ai mis à jour sur mon téléphone qu'elle était allumée. Mais quelqu'un d'autre de ma famille va l'éteindre. Et là, je n'ai pas de communication de téléphone à téléphone pour me dire qu'elle est passée d'allumée à éteinte. Donc moi, je la crois toujours allumée. En fait, ce n'est pas impossible, mais ça amène beaucoup plus de complexité, en fait, et surtout une expérience utilisateur qui peut être dégradée. Voilà. Après, tu as des ampoules connectées, par exemple du Shelly, ces ampoules connectées qui ont des API locales. Donc tu peux soit les piloter par le cloud, et dans ce cas, tu as cette vision globale, soit tu peux les piloter directement avec une API REST en local et leur envoyer des ordres. Mais du coup, l'état, il faudra d'abord envoyer une demande d'état à l'ampoule pour connaître son état. Et si tu commences à envoyer tout le temps des mises à jour, ça peut être c'est pas non plus des systèmes hyper véloces, quoi. Donc ça, voilà. Donc tu parles de l'impact écologique des ampoules connectées et de ce qu'il y a derrière. Alors oui, bien sûr. D'ailleurs, quand on allume une ampoule, en général, elle a un impact écologique. Voilà. Il y a deux aspects à ça. C'est petit 1, l'impact écologique qui est vraiment lié à la connectivité. Un microcontrôleur comme celui-là, ça consomme très peu d'énergie. On parle de quelques milliampères, on parle de 0,001 watts, tu vois, quelque chose dans cet ordre d'idée-là. Donc c'est plutôt assez light. Ce qu'il faut se dire, c'est que, enfin moi je vois plutôt comme ça, c'est de se dire comment, avec une ampoule qui est connectée, je peux arriver à m'assurer, par exemple, que je l'éteigne, qu'elle ne reste pas allumée tout le temps, et quels sont les automatismes que je peux faire pour éviter de consommer inutilement de l'énergie avec des lumières qui restent allumées, par exemple. Et si tu veux, l'ampoule, entre ce qu'elle consomme quand elle éclaire et puis ce qui correspond au fait qu'elle soit connectée,
on va dire que c'est 99% de l'impact environnemental quand elle est allumée et 1% quand elle est éteinte. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt d'essayer de gagner 1 heure d'éclairage parce qu'elle s'éteigne automatiquement quand tu es parti au boulot, que vraiment d'optimiser la consommation des trams. Voilà. Mais oui, bien sûr, ça a un impact. Voilà. Vas-y. Je te rassure, c'est pour ta sécurité. Donc je reprends. Non, c'est la blague. J'ai compris, je vais répondre, c'était juste pour la blague. Donc ta question, c'est de dire c'est fini, d'une part, de pouvoir hacker sa prise connectée pour mettre son firmware dessus, en prendre le contrôle, et d'autre part, comme les systèmes sont connectés à des clouds, eh bien derrière, ma vie privée, elle ne va pas être respectée potentiellement, et ça pose un problème. Tu as raison sur les 2 points. Mais il y a des solutions. Alors, sur le premier point, oui, la réglementation, elle dit, ben, ton firmware custom, c'est mort. Voilà, ça c'est vraiment la réglementation qui l'impose. Donc là-dessus, normalement, tu ne pourras plus jamais la mettre à jour avec ton firmware custom. Par contre, le côté cloud, ça c'est quand même quelque chose d'un petit peu différent. Pourquoi? Parce que là, comme vous voyez, il y a une infra-serveur de l'espace. Et vous savez tous que le cloud, c'est tout sauf gratos. Et en fait, on a un problème sur les matériels connectés de façon générale, en particulier les ampoules. Ça vaut 5 balles, grosso modo, quand vous l'achetez dans le commerce. À fabriquer, comme on a vu, ça coûte sans doute 2 balles, et donc il y a 3 balles de marge, peut-être. Je ne sais pas exactement, mais on va dire que c'est l'ordre d'idée. Et en fait, le problème, c'est que le jour où elle est vendue, il y a 3 balles de marge. Mais ensuite, je la connecte. Et cette ampoule, elle consomme du serveur. Donc le lendemain, il y a 2,99 de marge. Puis ça vit 5 ans. Donc en fait, au bout de 5 ans, vous pouvez perdre de l'argent en ayant vendu cette ampoule parce qu'il faut payer tout ça, plus les développeurs qui vont derrière pour le maintenir. Donc ce modèle-là, cloud, pour moi, c'est quand même plutôt le modèle du début de l'IoT, parce qu'ils avaient envie de choper de la data, parce que c'était la façon la plus simple de le faire, et ainsi de suite. Mais c'est en train d'évoluer. Entre autres, si on regarde la norme Matter, qui est en train d'arriver sur tous ces produits-là, elle permet en fait que cette ampoule, elle soit plus associée à un cloud en particulier, mais qu'elle puisse s'associer à différents éléments qu'il contrôle, y compris des éléments locaux, y compris, comme tu l'as dit, une box locale. Donc ça a l'objectif d'éviter les problèmes que tu as énoncés en termes d'accès à tes données. Mais surtout, ça permet à tous les gens qui vendent des trucs ici de se débarrasser de l'infraserveur ou en tout cas de grandement l'alléger. Donc sur l'aspect de data, je suis plutôt optimiste sur une évolution du marché vers beaucoup moins de serveurs en cloud. Ce qui n'empêche pas que celui qui t'a vendu l'ampoule, il aura toujours des informations sur toi. Mais il en aura peut-être moins et il sera peut-être moins incontournable. Voilà. Par contre, clairement, mise à jour de firmware, là, si tu peux mettre à jour ton firmware, en fait, tu peux porter plainte contre le fabricant qui te l'a vendu. Pour faire simple. Vas-y. Alors, ta question, c'est dire qu'est-ce qui se passe si le cloud tombe? Comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a un truc qui est bien, c'est que l'interrupteur continue à fonctionner. Donc, tu peux toujours gérer ton ampoule comme ça. Tu pourras juste pas le faire à distance. Voilà. Heureusement, parce qu'avant le cloud, souvent, c'est l'Internet à la maison qui peut rester en panne pendant 3 semaines. C'est pas très drôle si tu peux plus gérer tes lumières. Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise fait faillite? Eh ben, tu vas acheter les nouvelles ampoules. C'est un vrai problème. Vas-y. Alors,
bah, l'idée, c'est qu'en Matter, tu puisses avoir un contrôle qui est beaucoup plus localisé avec une box locale, des choses comme ça. Et c'est vraiment multi-protocole. Donc, que tu sois en Zigbee ou en Wi-Fi, normalement, justement, c'est l'intérêt de Matter, c'est d'apporter une couche d'harmonisation de tout ça pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Après, est-ce que ça change grand-chose dans le fond que tu sois Zigbee, Wi-Fi sur ton contrôle, les aspects cloud? C'est vraiment de l'architecture. C'est si dans l'architecture que j'ai montré, bah, ça ne changera pas grand-chose. Tu peux être dans une architecture avec une gateway locale, et dans ce cas-là, bah, tu as un accès à ta gateway locale. Souvent sur du Zigbee, en fait, tu as une gateway locale, parce que tu es obligé d'en avoir une, et donc potentiellement, tu peux te connecter dessus. Voilà. En Wi-Fi, en fait, l'intérêt du Wi-Fi, c'est que ça évite cette gateway locale. Donc pour démarrer, tu as besoin d'acheter une seule lampe et pas une lampe plus une gateway. Et donc ça coûte moins cher de démarrer en Wi-Fi. C'est pour ça que ça marche, il y en a plus et c'est 60% du marché. Voilà. Mais ça a des impacts sur ce que tu peux faire localement sans passer par le cloud. Vas-y. Ouais. Alors ta question, c'est de savoir si le fait que l'ampoule s'allume quand on la met sous tension pour avoir un fonctionnement sans cloud est une norme ou si c'est juste une décision du fabricant. À ma connaissance, c'est juste une décision du fabricant et en fait, c'est poussé par le marché parce que tu imagines que si tu n'as plus de cloud et que ton interrupteur ne marche pas et que ta lampe reste éteinte, en fait, la lampe, tu vas la prendre et tu vas la fracasser sur la tête du gars qui te l'a vendue, quoi. Ce 2 jours dans la nuit, c'est pas drôle. Donc globalement, ça c'est vraiment du retour d'expérience terrain qui fait que par défaut, tu peux commander ton ampoule avec un interrupteur. Voilà. Il n'y a pas de norme là-dessus, à ma connaissance. Il reste du temps pour une dernière question. Vas-y. Alors, la question c'est de dire, on pourrait couper en fait la fonction lumière de la fonction connectivité de façon à avoir 2 éléments séparés et de sortir de la réglementation. Alors non, parce que l'élément que tu vendrais, qui est finalement une prise connectée, ce que tu décris, c'est une prise connectée, c'est un objet connecté, et cet objet connecté, il est assujetti à la RED et au CRA, qui ne concerne pas les ampoules, mais qui concerne tout objet connecté. Donc ça ne changerait rien à la réglementation. L'intérêt que ça pourrait avoir, par contre, alors le gros problème que ça a, c'est que c'est hyper compliqué pour le consommateur. Il ne comprend pas tout ce que je viens de vous expliquer, le consommateur. Voilà. Donc pour lui, c'est une ampoule comme les autres et c'est magique. Quand on appuie sur un bouton, ça s'éteint et ça s'allume. Donc si on commence à lui expliquer qu'il faut 2 parties, les visser, machin, tout ça, on rajoute quand même un problème de friction utilisateur. Et puis du coup, ça coûte plus cher parce que c'est 2 objets, donc même s'ils ne sont pas chers. Par contre, ça aura un énorme avantage, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous jetez votre ampoule parce qu'elle ne s'éclaire plus correctement. En général, le SP32 qui est à l'intérieur, il marche toujours parfaitement bien. Voilà. Ça peut être lui la cause, hein, mais souvent, il marche parfaitement bien. Et donc, on pourrait éviter de mettre à la poubelle des millions de SP32 avec un système comme ça. Vas-y. Tu demandes si plus personne voudra vendre des cartes ESP32 en Europe, bah, elles continuent à se vendre, hein, ces ampoules, il n'y a aucun problème. Comme ce que je t'ai montré, c'est qu'en fait, celle-là, elle est ancienne, mais elle est déjà complètement compliante avec la RED. Côté CRA, est-ce qu'ils suivent les CVE et compagnie? Ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je dirais que globalement, il n'y a pas de raison, parce que c'est plutôt bien fait. Donc, ces ampoules-là vont continuer à se commercialiser sans aucun problème. Le SP32 répond à l'intérieur tous les éléments qui permettent de respecter les règles de sécurité. Voilà. Donc, pas de souci. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans ta question. Ah. Donc ta question, c'est de dire, en fait, quelqu'un qui doit vendre ce matériel-là, il doit s'assurer qu'il est compliant. C'est très compliqué. Et donc, par conséquent, il pourrait ne plus vouloir prendre le risque.
Alors, c'est compliqué, mais pour le coup, il y a des certifications et des organismes de certification, et tu reçois un papier qui dit le truc est bien compliant. Donc, dans le fond, ça marche. Le problème aujourd'hui, c'est que les papiers, ils ne sont pas forcément générés à l'état de l'art, quoi. Des fois, tu payes et puis tu as le papier. Donc, en fait, à un moment, on va avoir des problèmes sur le marché avec des trucs comme la CE, hein, qui ont le stamp CE, mais qui, en fait, derrière, ne respectent pas les règles. Il y aura des procès, il va y avoir des gens qui vont en prendre plein la tronche, et petit à petit, le marché va arriver dans quelque chose qui est sans doute plus sain. C'est ça l'objectif. Merci beaucoup pour votre attention. Et vous pouvez venir discuter si vous voulez.